Aslema, marhaba bikoum اليوم نهار الخميس, donc c'est le rendez-vous du jeudi de l'actualité. Comme d'habitude, on se réunit chaque jeudi. كما العادة نكون سعيدة أني نقابلكم في المباشر اللي يتحط من بعد على شين يوتيوب وحاليا على الحيط نتاع فيسبوك من مقر نقابة الصحفيين. ضيوف ومواضيع تهم الأحداث اللي تصير، الأحداث اليومية المهمة اللي تصير في تونس على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. كما العادة البداية ديما بالدورة الأولانية والتعليق، لو تور دو تابل، لو كومنتير دو لاكتواليتي مع أثناء معز عطية ونادية دجوي هما موجودين الاثنين. عسلامة معز وعسلامة نادية. عسلامة. عسلامة مير. Ça va? Ça va, Ça va. alhamdoulilah, les baisses. Très bien, très bien. Tu pourras me dire on tient le coup. Oui, alhamdoulilah. On essaie. Comme toujours. On essaie. Alors, on va faire le tour de l'actualité. Je pense qu'on va concentrer notre discussion, notre débat, notre analyse, si vous voulez, notre lecture sur ce qui s'est passé depuis 2 jours, depuis 48 heures à Djerba, un attentat à main armée, criminel, terroriste, organisé, non organisé. Nous sommes encore dans une marge de flou parce que je pense que nous attendons encore qu'une conférence de presse du ministère de l'Intérieur se tienne pour nous donner plus d'informations. De toutes les façons, depuis le mardi au soir, apparemment l'attentat a commencé à se réaliser à partir de 8h, 8h30 du soir. C'était dans une région à l'est le sud-est, je crois, de Djerba. Oui. Et par la suite, c'est la région de Erir. Par la suite, les événements se sont déplacés vers le pourtour de la synagogue de la Riba. Ça coïncide avec la période du pèlerinage. Je crois que ce sont les derniers jours du pèlerinage. Voilà. Donc, je pense que maintenant, ce n'est plus un secret. L'attentat a été commis par un policier, un agent de la garde nationale, justement, qui s'est attaqué à l'arme à son collègue dans un poste de la garde nationale à Erir. Il l'a tué, je pense qu'il l'a égorgé, enfin, il l'a tué de toutes les façons. Il lui a pris son arme, il a pris sa moto, et par la suite, il s'est dirigé vers la Riba, où il y a eu des affrontements entre lui et d'autres membres de la sécurité, des agents de la police, de la garde nationale. Le résultat, c'est qu'il a été bien sûr abattu, mais il y a 4 morts, non, il y a 3 morts, je crois, 3 agents de la sécurité, 2 civils, avec un certain nombre de personnes blessées qui ont été justement distribuées entre les hôpitaux régionaux à Djerba et, je crois, les hôpitaux de la capitale. Alors, tout d'abord, parlons de l'attentat en soi, de cet événement très malheureux et choquant. On a cru que l'ère des attaques ou des attentats terroristes est une ère plutôt révolue en Tunisie. Il paraît que non. Allez, moi, je te donne la parole en premier. Oui, bon, tu as posé une très bonne question, Amel, comme d'habitude, dès le départ. Donc, la question et le point d'interrogation qui règne toujours, est-ce que c'est un acte criminel ou un attentat terroriste? S'il te plaît, on va arriver au discours du président et on va analyser justement ce point. C'est pas par rapport au discours du président, mais par rapport aux actes, que tu as évoqués. Bon, juridiquement, on parle d'attentat terroriste si le tribunal de Médine donc transfère le dossier au pôle antiterrorisme de l'AWINA. Donc là, officiellement, on parle d'attentat terroristes. Sachant que le tribunal de France, donc en France, parce qu'il y a un Tunisien français qui a été décidé, a ouvert une enquête. Oui. L'enquête est au niveau du pôle antiterroriste au niveau de la France. Donc la France, elle a qualifié cette attaque comme étant une attaque terroriste. Là, d'un point de vue juridique, mais
là, si on analyse les faits que tu as évoqués, ML, et là, il y a eu plusieurs versions le jour J, et on ne pouvait pas qualifier cette attaque. Donc, on ne pouvait pas la qualifier, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas des détails du ministère de l'Intérieur, mais la conférence de presse, elle était prévue On est à 4 encore heures, dans le flou. voilà, Oui. à 16 heures, mais peut-être elle va démarrer en retard. Avant notre live, elle n'a pas encore, Elle n'a pas, démarré. juste j'ouvre la parenthèse, Moaz, pour dire que la conférence de presse a été prévue pour hier Hier, oui. à 19 heures, par la suite reportée à 19h30, par la suite reportée à 20 heures. Et à 20 heures, on a informé les journalistes qu'elle a été annulée pour hier soir et qu'elle a été reportée pour aujourd'hui. Nous attendons toujours, parce que j'ai vu une question dans les commentaires, donc nous Oui, attendons, nous n'avons pas vraiment plus de détails que le vous. détail. Le ministère de l'Intérieur dit qu'il va tenir une conférence de presse À 16 heures. incessamment. On attend, on attend. Voilà. Donc, bon, au début, ça a commencé donc un membre de la garde nationale qui a assassiné donc son collègue au poste du port donc de Djerba à Erir. Puis il s'est donc attaqué. Il a fait un déplacement qui fait, je pense, entre 40 et 45 minutes pour se C'est déplacer. 15 kilomètres à peu près. Voilà. C'est entre 40 et 45 minutes pour se déplacer à la synagogue de l'Ghriba. Donc, nous, les soupçons d'une attaque terroriste, c'est par rapport à cette attaque à l'Ghriba. Donc, il s'est dirigé vers la synagogue. Donc, tous les soupçons envers une attaque terroriste, c'est par rapport à la deuxième partie donc, de cette attaque. Donc, au début, on ne savait pas, peut-être c'était un règlement de compte, on n'avait pas de détails donc, par rapport à la première phase, parce que c'est une attaque où il y a deux phases. La première phase qui s'est passée au poste de police donc à Erir et à la synagogue de l'Ghriba. Malheureusement, bon, tout d'abord, toutes nos condoléances à toutes les familles. Aujourd'hui, il y a eu les enterrements donc de nos martyrs donc de la garde nationale et de la police. Donc, c'est malheureusement, ML, comme tu l'as évoqué, on a cru donc que les attentats et ce genre pour moi, c'est un attentat terroriste. Donc, ma lecture, hein, ce n'est pas une version officielle. En attendant les versions officielles, que ces attentats sont derrière nous. Mais on sait très bien que dans le monde entier, aucune ville et aucun pays n'est à l'abri de ces attentats, de ces attentats terroristes-là. Mais plusieurs interrogations, parce que la particularité de cette attaque, ML, c'est un membre de la garde nationale qui a effectué l'attaque. Et je pense l'importance du point de presse ou de la conférence de presse du ministère de l'Intérieur, c'est de nous donner des détails à propos de cette personne. Donc, il est à la garde nationale, je pense, depuis 2017. Le ministère de l'Intérieur a toute l'historique de cette personne-là, et je pense que le vécu de cette personne-là nous donnera des détails sur la nature de cette attaque-là. Donc, et on pourra vraiment la qualifier juridiquement une attaque terroriste ou une attaque à main armée, un crime. Et même un attentat terroriste, ça reste toujours un crime. Mais je pense que le point d'interrogation, c'est par rapport à la personne. Mais après, ça viendra toutes les autres investigations. Est-ce qu'il a agi tout seul? Est-ce qu'il y a une organisation criminelle et une organisation terroriste qui est derrière lui? C'est la question la plus importante, justement. C'est l'information la plus importante. Exactement. Jusqu'à présent, il n'y a aucune organisation terroriste qui a revendiqué l'attaque, mais il y a beaucoup de points d'interrogation, et je pense qu'on a besoin de réponses, et il faut, ML, agir d'un point de vue, c'est-à-dire officiel, dans la transparence totale. Donc, ça arrive, ça peut arriver dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, parce qu'on a un antécédent à l'Algérie, en 2002, où les sources officielles tunisiennes ont dit c'est un accident, une explosion d'un camion qui transportait du gaz, et les Allemands ont dévoilé que c'était une attaque terroriste en 2002, et c'était une attaque terroriste. Et malheureusement, les retombées après que le gouvernement tunisien a caché la vérité étaient très lourdes à gérer.
Donc, nous, on a dit qu'il faut agir dans la transparence totale. Donc, il faut raconter les faits tels qu'ils sont. Si c'est une attaque terroriste, c'est une attaque terroriste. Et heureusement qu'on a des forces de l'ordre qui ont réagi et qui ont tué et protégé donc les pèlerins à El Riba. Mais on a besoin encore des détails concernant les faits. Et après, on peut discuter sur qu'est-ce qu'il y avait exactement, est-ce qu'il y a eu des défaillances, il n'y a pas eu des défaillances sécuritaires, oui ou non, et surtout le point le plus important, qui est cette personne qui a commandité cette attaque-là. Nédia. Alors justement, pour revenir sur ce qui s'est passé, le pèlerinage était vraiment une réussite, mais en fait, l'ambiance était bon enfant. Pour revenir par rapport à l'ambiance, il y a plus de 7000 pèlerins qui se sont rendus à Al-Riba, mais dans la soirée du mardi vers 20h, 20h30, ceux qui se trouvaient aux alentours de la Riba ont entendu des coups de feu. Juste pour revenir par rapport à ce qui s'est passé dans la soirée. Et d'un autre côté, pour les forces de sécurité ont tout de suite réagi en neutralisant l'auteur de crime qui était un agent de la garde nationale. Nous saluons aussi les forces de sécurité qui ont montré encore une fois leur courage en sacrifiant leur vie pour empêcher le tueur d'avancer. Il portait une Kalachnikov. Ça, il ne faut pas non plus oublier comment il a pu… pas une Kalachnikov, Nadia. Je me suis renseigné, ce n'est pas une Kalachnikov parce qu'il y a eu une arme officielle, Steyr. Steyr, c'est une arme qui s'est procurée au niveau du poste de avec 5 ou 6 magasins quand même, Mouazza. C'est-à-dire avec 5 chargeurs, avec des chargeurs. 5 magasins, justement. En réalité, Nédia, c'est quand il a tué son collègue, il a pris l'arme. Exactement. Voilà. Mais ce n'est pas un Kalachnikov parce que les Kalachnikov, on sait très bien que ce n'est pas des armes officielles que nos officiers… C'est une arme automatique, tout simplement. Voilà, c'est une arme, c'est des Steyr. D'accord. Une attaque qui survient au moment où on enregistre une forte reprise du secteur du tourisme, puisque aux dernières nouvelles, bien avant cette attaque, selon l'éco-touristique, la destination de la Tunisie est la 3e destination des Français à l'étranger. D'ailleurs, on parle d'une prévision de recettes touristiques pouvant atteindre à 6,5 milliards de dinars pour l'année 2023, comparé par rapport à 2019, qui est l'année de référence, qui est 5,5 milliards de dinars. D'un autre côté, la question est primordiale et de savoir quelles seraient les conséquences économiques selon les experts économiques. Pour Bassem Naif, il part d'une première évaluation en reprenant son titre. Économiquement, c'est douloureuse, mais pas mortelle. C'est un peu, je pense que c'est un peu avant l'heure de parler. C'est pas vraiment le moment de parler des répercussions économiques. En fait, nous sommes encore dans la tentative de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que ça a été un tout petit peu quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les deux ou pas, mais c'était un tout petit peu naïf, à la fois naïf et à la fois indécent de lier automatiquement au moment même où l'attentat s'est produit, l'incident, le crime, l'acte terroriste avec la saison touristique. De toutes les façons, je ne pense pas que ce type qui a commis cet acte avait derrière la tête l'intention de bousiller la saison touristique. Je pense qu'il a d'autres projets, il avait d'autres raisons. Et justement, comme a dit Mouaz, on va attendre effectivement les éclaircissements qui devraient venir du côté du ministère de l'Intérieur. De toutes les façons, le plus important maintenant, c'est de se retourner vers les victimes, vers les personnes qui sont mortes, vers les dégâts psychologiques et émotionnels. Plutôt, on parlera par ailleurs, par la suite, de la saison touristique et de l'économie. Tu voulais ajouter quelque chose, Mouaz ? Juste sur ce point, et même hier, on a analysé donc la situation à Djerba. Bon, moi, pour ces jours, ce sont des jours de deuil pour la Tunisie, qu'on le veuille ou pas. C'est pas le moment de parler ni de divergence politique. Donc même, je
je ne veux pas critiquer certains points, mais il y a un point très très important par rapport à la saison touristique. Le fait que le gouvernement tunisien était représenté par le ministre du Tourisme, Adjerba Hamel, pour moi, c'était pas un coup de communication réussi. Parce que, comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, donc on devrait avoir le président de la République, la chef du gouvernement, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, on parle de vie de gens, on parle d'un sang qui a coulé, on parle des citoyens tunisiens qui ont été décédés. Effectivement. Exactement. Avec M. Moaz Belhassan, avec tous mes respects au ministre, mais avoir le ministre du Tourisme présent le jour J, le lendemain du jour J, comme si le premier intérêt pour la Tunisie, c'est de sauver la saison touristique. Tu veux que la saison touristique. Je te donne la réponse? Tu veux que je te donne la réponse? Vas-y. Je pense que ça a été un pur hasard, parce qu'à chaque fois qu'il y a la saison de pèlerinage de la Ghriba, c'est comment dire, c'est une tradition. Le ministre du Tourisme, il est présent. Quel que soit, qu'il soit un Tunisien juif ou un Tunisien d'une autre confession, c'est le ministre du Tourisme et il est présent. Donc je pense que la présence de Moaz Belhassan était un pur hasard. Je ne pense pas que c'était. Même s'il était présent. Il n'a pas été envoyé par la chef du gouvernement. Par contre, c'est elle qui a brillé par son silence et par son absence. Par son absence, comme toujours. Inquiétante d'ailleurs, très inquiétante. Même s'il était présent pour assister au pèlerinage de l'Ghriba, là, on parle d'une communication de crise, on parle d'un attentat. Même s'il était présent, c'est pas à lui de donner des déclarations aux médias, c'est pas à lui d'analyser la situation concernant un attentat ou une attaque qu'on qualifiera officiellement après. Mais franchement, c'est un mauvais message du gouvernement tunisien. Un deuxième point, qui est très important, qu'on ne peut pas oublier, franchement. Et hier, on a eu sur le plateau radio donc l'oncle de la première personne qui a été décédée, le policier à Arrir. Et un point qui m'a vraiment marqué, Ahmed, ces gens qui ont partagé la photo d'un martyr, d'une victime sur les réseaux sociaux. Et le ministère et le ministre de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur doivent ouvrir une enquête parce que le martyr a été tué à l'intérieur du poste de la police. Qui a pris la photo, qui a publié la photo, c'est indécent. C'est indécent et c'est immoral de partager ce genre de photos. Et c'est non respectueux envers le martyr, envers sa famille et envers toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens. C'est un autre crime, oui. C'est un autre acte criminel. Mais tu veux qu'on aille un peu plus loin? Est-ce que tu as vu, toi et Nedia et toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, la photo d'un jeune Tunisien qui a été publiée sur le net en le désignant comme le criminel, alors que le jeune, il était avec ses copains en train de s'amuser, en train de prendre un café. Il se préparait pour retourner chez lui parce qu'il devait dormir tôt. Le matin, il travaille tôt. Alors, il a vu sa photo circuler comme si c'était lui qui a commis l'acte. Alors, il s'est rendu au poste de police. Et il avait un très bon réflexe d'aller au poste de la police. Il est allé au policier, il s'est présenté, il leur a dit, voilà, moi je suis là, je n'ai rien fait, mais on est en train de montrer ma photo comme si j'étais le criminel. Exactement. Et ça, c'est vraiment le pic de l'absurdité. Je voudrais juste revenir sur un détail important que tu as évoqué, Moaz, et poser la question. Je poserai la question par la suite à mon invité Moaz El-Bey, qui est déjà à côté de moi. On parlera de sa brillante enquête sur Al-Katiba. Ce sera en arabe par la suite. Et on parlera de l'attentat de la Ghriba d'ailleurs. Tu as dit que le parquet, justement, aujourd'hui, le parquet français a annoncé l'ouverture d'une enquête pour un crime de terrorisme. Parce que l'une des deux victimes civiles qui ont péri dans l'attentat porte la nationalité française. C'est un juif tuniso-français. Donc c'est un citoyen tunisien. C'est un citoyen tunisien qui est installé en France et qui a la nationalité française. Est-ce que ceci signifie que les enquêteurs français vont se présenter sur le sol tunisien, vont s'immiscer dans l'enquête tunisienne, ils vont s'imposer dans le dossier de l'enquête et dans l'affaire? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, qui est encore plus grave, le deuxième citoyen qui a été tué, il est tunisien, il est juif,
mais il porte une autre nationalité, la nationalité israélienne. Et d'ailleurs, il vit en Israël et il ne cache pas justement son appartenance à l'entité occupée, il ne cache pas son allégeance. D'ailleurs, si on va sur sa page Facebook, on trouvera facilement ces photos devant le mur des lamentations, en train de parler de la terre sainte d'Israël, etc. Donc, il ne cache pas son appartenance, que Dieu ait son âme, lui, son cousin et les 3 policiers qu'on a perdus dans cet attentat. Mais je suis journaliste, je traite avec les faits. Et ça, ce sont des faits. Ça, c'est la vérité qu'on ne peut pas camoufler, qu'on ne peut pas voiler. L'autre monsieur, il est israélien. Est-ce que ceci veut dire que nous courons le risque aussi de voir des enquêteurs israéliens réclamer leur droit de venir et d'enquêter sur le sol tunisien? Parce que, sous prétexte que c'est l'un de leurs citoyens qui a été tué. Merci, Amel, pour la question. Et j'espère vraiment que même nos médias, on est sur Facebook, les gens nous regardent, abordent vraiment ces questions-là qui sont pour moi pertinentes et très, très importantes. Et on n'a aucun tabou pour aucun problème. Il n'y a pas de Amel Cheikh sur la scène, Mouaz. Je suis désolée. C'est un peu difficile. Bon, mais c'est important. J'ai enlevé le casque. Mais c'est important d'évoquer ces 2 problèmes. Bon, pour le premier cas, on a des antécédents. C'est-à-dire que au Bardo, il y a eu des victimes étrangères au musée, à l'Impérial de Sousse. Bon, il y a eu une collaboration d'enquête. Il y avait Interpol. Oui, mais il y avait une collaboration. Les enquêteurs de l'Interpol. Oui, mais là, c'est la juridiction internationale dans ce genre d'affaires, etc. Mais il y a eu une collaboration, c'est-à-dire on ne nous a pas imposé donc une manière avec laquelle on fait notre enquête. L'attentat s'est déroulé en Tunisie et c'est aux enquêteurs tunisiens de faire l'enquête et on peut collaborer, bien sûr, s'il y a un citoyen français, je parle du citoyen français, pour collaborer, ils ont besoin d'avoir une vérité. Pour moi, et c'est pas moi qui va être traité d'une personne qui est pour la normalisation, je suis anti-normalisation et on a parlé à maintes reprises c'est-à-dire au sujet de la présence de pèlerins israéliens en Tunisie. Moi, personnellement, je suis contre présence toute personne israélienne sur le sol tunisien. Là, je le dis clairement et fermement depuis X temps. Là, c'est une affaire qu'on peut traiter avec le gouvernement tunisien. Le gouvernement tunisien, il est redevable pour nous répondre donc comment ces personnes, et ça arrive chaque année, Amel, ce n'est pas la première fois où au pèlerinage de Riba, la question… Moi, je sais qu'ils sont là chaque année. Exactement. Ils viennent de tel… Tu ne peux pas les empêcher, ce sont des pèlerins. Exactement. Ils viennent pour… Là, c'est une autre… Est-ce qu'ils rentrent sur le sol tunisien avec un passeport d'une autre nationalité ou un passeport qui porte justement l'emblème de l'entité sioniste? Ça, c'est la question. Et je pense que justement, on leur a permis depuis des années de rentrer avec le passeport israélien. Ça, je peux protester envers mon gouvernement. Je peux dire que le gouvernement doit me répondre et me doit des réponses comme étant citoyen tunisien ou journaliste ou analyste politique par rapport à cette question. C'est un sujet. Mais là, quand on parle d'attentats, parce que j'ai vu des choses qui sont très, très graves, ML, sur les réseaux sociaux et de certaines personnalités qu'on essaie de justifier l'attentat parce que c'est envers les Israéliens. Et là, c'est très, très dangereux et c'est très grave. Et là, c'est un autre problème. Donc là, même si ce sont des personnes israéliennes, donc si le gouvernement tunisien les a acceptés en Tunisie, ils sont sous la protection du gouvernement tunisien et sous la protection des citoyens tunisiens. La question de normalisation, juste un point, Amel, la question de normalisation et la question de présence de personnes israéliennes en Tunisie, c'est à nous de poser les questions au gouvernement, c'est à nous de protester avec les manières pacifique envers la présence d'Israéliens en Tunisie, mais rien ne justifie un tel attentat, rien ne justifie une telle agression, même si les victimes ou parmi les victimes, il y a des Israéliens. Voilà. Voilà, ça, c'était la précision que je voulais apporter. Exactement. Parmi les visiteurs de la Riba, il y a des Israéliens, mais ils ne sont pas tous des Israéliens, ce sont tous des Juifs, mais de différentes nationalités, dont des Juifs tunisiens. Exactement. Les Juifs des 4 coins
du monde vers leur lieu de pèlerinage, justement pour faire leur sha'a'ir dîner, donc leur prière. Et ils sont porteurs de plusieurs nationalités, Exactement. donc des Israéliens. Je ne connais pas le nombre justement parce que nos gouverneurs jusque-là ne traitent pas avec nous dans la transparence totale sur cette question. On est dans l'ambiguïté, on ne veut pas avouer, mais nous savons que de fait, ça existe et ils sont là. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut être, moi en tant que journaliste, je peux être sûr, ces citoyens-là, ils affichent leur passeport sur leur mur de Facebook, sur leur profil. Et donc, nous savons que ce sont bel et bien des gens qui viennent des territoires occupés, qui reviennent vers les territoires occupés. D'ailleurs, je te poserai la question à toi aussi. D'accord. Pourquoi est-ce que le ministère de l'Intérieur met autant de temps pour avoir le courage, c'est ridicule de le dire, mais enfin, j'ai l'impression qu'ils tremblent, qu'ils se cachent derrière les murs de la bâtisse grise à l'avenue de Boulevard. Ils sont très hésitants, ils ne veulent pas sortir. Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de temps pour se mettre autour d'une grande table, dans une salle de conférence, recevoir les journalistes, donner toutes les informations qu'ils ont? Pourquoi? La press conference n'arrive pas jusque-là. On est à 16h39 minutes. C'est une conférence qui a été reportée 4 fois maintenant, depuis hier soir. Pourquoi autant de... J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'hésitation, il y a une sorte d'inquiétude, mais on n'est pas capable de sortir et de tenir cette conférence de presse. Vas-y. Alors justement, c'est une bonne question, Amel, puisque je me rappelle en 2015, quand il y a eu un attentat en 2015, que ce soit le 18 mars et le mois de juin, le 24 juin à Sousse, il y a tout de suite après, 2 heures, 3 heures après, il y a un point de presse, il y a une conférence de presse, il y a des indications, il y a une mise à jour sur la page Facebook du ministère de l'Intérieur, il y a un point de presse qui se fait et je me rappelle très bien, même si à une heure tardive, à 1h du matin, à 2 heures, il y a un point de presse, on attend, on a eu les détails de ce qui s'est passé réellement, mais depuis, on va dire plus que 2 jours, là, ça fait 48 heures. On n'a pas d'infos concernant. On a uniquement le communiqué du ministère. On a juste un communiqué 3 heures après l'opération. Ça, c'est une première parce que le communiqué est sorti un peu tard dans la soirée même, dans la nuit même, le jour où il y a eu le crime ou l'attentat. 3 heures après, il y a eu le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur. La question est de savoir est-ce que à l'intérieur il y a une cellule de communication de crise qui existe vraiment? Est-ce qu'il y a notamment quand il y a une cellule de crise, il y a certes une veille, il y a un suivi derrière. D'ores et déjà, non. La réponse est non. Il n'y a pas. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir cette conférence de presse? Je pense qu'il va y avoir une conférence de presse, mais franchement, c'est très en retard. Parce que on sait très bien que la communication de crise est une communication à part. Et malheureusement, notre gouvernement n'a pas réussi la communication classique, il ne va pas réussir la communication de crise. Donc là, c'est scientifique, c'est clair et net, mais je ne veux pas, comme j'ai dit, rentrer dans ces détails-là. Mais quand on voit des attentats en Europe, ML, parce que c'est pas la Tunisie, la Tunisie n'est pas la seule cible d'attaque terroriste. Le premier sur le terrain, c'est le procureur. Après, directement, c'est le préfet, donc, qui est là. Et après, c'est le ministre de l'Intérieur, si c'est pas le président de la République, donc, qui est sur les lieux et qui tient un point de presse. Malheureusement, en absence de communication officielle, ça ouvre la porte vers des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, on raconte n'importe quoi. Et c'est malheureux, ML, le jour J, donc le soir, de voir que des médias européens, des médias arabes et même des médias israéliens qui donnent l'information et qui publient des informations et malheureusement, nos médias, surtout, je parle là
bien évidemment, de la télévision nationale, qui est la télévision publique, donc n'a donné aucune information. Un point à 23 heures, avec une caméra qui avait des problèmes et qui n'était pas bien chargée, et à minuit. Donc, vraiment, on était défaillant sur le plan communication. Peut-être le seul point positif sur la communication officielle, c'est franchement le mot du président de la République hier soir. Peut-être qu'on va parler après. Maintenant, justement, j'allais vous poser la question justement sur le discours de Kais Saïed, le président de la République, qui a fait quand même un discours autour d'une réunion avec le Conseil national de sécurité. Juste le point intriguant dans le discours du président, c'est qu'il a parlé d'un acte criminel, Amal Ejrani, il n'a pas prononcé le mot terrorisme. Donc, on s'est posé plein de questions, beaucoup de journalistes et de communicateurs autour de cette qualification. Est-ce qu'il y a une arrière-pensée? Le président, il a des informations peut-être avancées par rapport à l'information que détient l'opinion publique? Il en sait quelque chose peut-être plus que nous? Vas-y, Nadia. On commence avec Nadia. Alors justement, moi je pars du constat tout au long des 7 minutes du discours du président de la République, il n'a fait effectivement aucune référence à un attentat terroriste, si ce n'est il n'a mentionné qu'un acte criminel. Or, les seuls qui sont habilités à le faire, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. D'un autre côté, ce qui s'est passé mardi, ça montre bien, c'est un attentat terroriste. D'un autre côté, est-ce que le fait que le chef de l'État mentionne qu'il s'agit d'un acte criminel et non pas d'un acte terroriste? Oui. Quelqu'un l'a appelé, je pense que ça a coupé. Prends la parole, moi. Oui, bon, c'est un point, certainement, le président, je pense qu'il a, et là c'est normal, qu'il a plus d'informations sur nous. Peut-être qu'il a respecté le fait que la justice et le tribunal de Médine n'a pas encore transmis le dossier au tribunal antiterroriste à la Ouina. Donc juridiquement, donc il y a pas la qualification de terrorisme, mais là, et même si je veux pas entrer dans des trucs politiques ces jours-ci, mais le président, il a traité des opposants politiques de terroristes sans qu'ils ont tiré le feu sur des collègues ou sur des Tunisiens, parce que le président, il a déjà utilisé le terme terroriste dans d'autres circonstances. Mais bon, mais franchement, hier, le discours du président, je pense qu'il était là pour un acte criminel ou terroriste qui a été effectué à Al-Ghriba devant le Conseil de sécurité national. Il n'y a pas eu, pour une fois, un règlement de compte avec les opposants. Il y avait une certaine unité nationale autour de ce discours-là et par rapport aux propos de président que la Tunisie, elle lutte contre le terrorisme et cette vague de terrorisme peut atteindre n'importe quelle ville et n'importe quel pays dans le monde et que la Tunisie mettra exactement. Donc c'est un discours d'un président de la République, bien sûr, sans qu'il rentre dans les détails. C'est pas son rôle, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur de donner des détails. Mais juste un petit mot, Amel, je sais que ton invité, il est impatient et je salue Moaz parce que j'ai bien lu l'article et vraiment je le salue pour le travail d'investigation qu'il fait et qu'ils ont fait à Al-Katiba. Par la suite. Hein. Exactement, bien sûr. Bien sûr, mais juste les retombées internationales aussi, on a vu le communiqué donc du ministère des Affaires étrangères françaises, des Allemands, des Japonais. Macron, d'un acte. Le tweet de Macron. Voilà, on parle d'antisémitisme, etc. Mais je pense pas qu'on peut traiter la Tunisie d'antisémitisme parce que c'est le gouvernement tunisien et les policiers tunisiens qui ont tué ce criminel ou ce terroriste et qui ont protégé le pèlerinage et les pèlerins de l'Ghriba. Et franchement, on est habitué. Je veux pas faire d'amalgame, mais ok, donc c'est ce qui est très normal. Ils ont fait leur travail, tout simplement.
Exactement. Oui, mais on peut pas accuser les Tunisiens. C'est pas parce que la majorité des Tunisiens sont anti-normalisation ou ont, c'est-à-dire une position, c'est la position naturelle, je pense, de toute personne libre dans le monde envers Israël qu'on peut parler d'antisémitisme. Et franchement, donc c'est mal. Je pense que c'était mal placé C'est même ridicule parce que tu es sémite, je suis sémite, tous les Tunisiens sont sémites, et donc c'est ridicule de dire que nous sommes antisémites. Exactement. Et j'aurais bien un dernier mot pour clôturer. J'aimerais bien voir Emmanuel Macron ou les pays de l'Europe être solidaires et d'écrire même un tweet, ne pas un communiqué par rapport à ce qui se passe à Gaza et les crimes qui se passent à Gaza ces jours-ci. Nous, au moins, nous, on est des humains honnêtes. Quand il y a des victimes, que ce soit des juifs, que ce soit des musulmans, que ce soit des arabes, on est toujours là pour défendre l'être humain et toute personne tunisienne. Et on a vu les Tunisiens qui sont tous solidaires avec les pèlerins de l'Ghriba, quelle que soit notre position envers la normalisation et tout. C'est la majorité, c'est des juifs tunisiens, européens et même israéliens. Aucune personne n'a le droit de les agresser en Tunisie. Ils sont sous la protection des agressions. La question de normalisation, la question de la présence d'Israéliens en Tunisie, c'est à nous de voir ça avec notre gouvernement, de protester envers la présence des Israéliens en Tunisie, avec les moyens, je dis et je souligne les moyens pacifiques, démocrates envers notre gouvernement. Nous, on est un peuple ouvert. Nous, on est un peuple qui accepte la différence. Nous, on est pour les libertés et l'être humain dans n'importe quel partie du monde. Mais ouvrir les yeux et parler d'antisémitisme quand il s'agit de ce genre d'agression et d'attentats terroristes, et moi je le qualifie d'attentat terroriste, même si la version officielle n'est pas là, mais fermer les yeux sur ce qui se passe à Gaza et en Palestine, ça c'est jouer un double jeu et ça n'a rien à voir avec les principes de l'humanité et des droits de l'homme de vivre en liberté et le droit de vivre. Et aujourd'hui, c'est une année de l'assassinat de Chérine Abou Akleh, il faut le rappeler aussi. Une année, depuis hier, je crois, en fait, le passage d'une année Exactement. depuis l'assassinat devant les caméras du monde entier, du monde entier. Chérine Abou Akleh par les balles israéliennes, par les soldats de l'entité sioniste Israël. Nédia. Alors justement, pour revenir aux déclarations d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, chef de l'État français, pour dire que c'est ce qui s'est passé antisémitisme, c'est une déclaration mal intentionnée parce que d'un autre côté, les deux qui sont tués, ce sont avant tout des Tunisiens de confession juive. Et bien avant cela, les Tunisiens de n'importe quelle religion, on est solidaires. Il y a cette diversité de la Tunisie qui est plurielle, multidiversité. Et là, pour dire que c'est antisémitisme, c'est comme si on sera en confrontation vers quelque chose qu'on n'évoque pas. La Tunisie n'a jamais été antisémite. D'accord, merci beaucoup Moaz. Nédia, je compte sur vous pour suivre parce que je vais être dans l'interview en direct avec notre collègue et ami Moaz Elbaï pour parler de son enquête brillante sur Al-Katiba. Je ne vais pas avoir la possibilité je ne suis pas Karine Chalouèche, je ne pourrais pas être ici là suivre la conférence de presse du ministère de l'Intérieur si jamais on la tient. Vous allez m'informer Moaz ou bien Nédia. Je voudrais juste dire aux ignorants de tous les bords, qu'ils soient tunisiens, pas tunisiens, qu'ils soient musulmans, pas musulmans, qu'ils soient chrétiens, de n'importe quelle appartenance et couleur, que nous, les Tunisiens, nous sommes sémites puisque nous avons une racine arabe et donc nous venons aussi du prophète Sem. C'est pour cela qu'on dit qu'on est sémites, donc nous sommes sémites. C'est ridicule d'essayer de nous accuser d'être antisémites. C'est vraiment ridicule. Ça ne nécessite même pas qu'on réponde. Et je voudrais dire que l'Ghriba, la célébration de la confession juive, tout ce qui se passe à l'Ghriba,
Jelba, tout ça fait partie de notre patrimoine, de nos traditions à nous, le peuple tunisien, de nos acquis, de notre histoire. Et donc, c'est pas la peine de faire des enchères du côté français ou d'un autre, du côté de n'importe quel autre pays ou gouvernement dans le monde. C'est encore une fois ridicule et condamnable de dire que nous sommes contre les Juifs. Alors, la confession juive en Tunisie, comme le christianisme, comme l'islam, ils font partie de notre culture, de nos traditions, de notre histoire tunisienne avec un grand H. Et nous sommes contre l'État d'Israël ou contre l'entité sioniste, nous sommes contre le Tatbir. Et ceci ne fait pas de nous des ennemis de l'humanité. Au contraire, ceci fait de nous les amis des valeurs, des grandes valeurs de l'humanité. Cela fait de nous les défenseurs de la dignité humaine, les défenseurs du droit du peuple palestinien qui a été justement maltraité, malmené, qui a subi l'injustice la plus grande depuis toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes contre Israël, mais nous ne sommes pas antisémites, nous ne sommes pas contre les Juifs. Donc que Dieu ait l'âme de toutes ces personnes, ces victimes qui sont malheureusement qu'on a perdu dans cet attentat, et attendant justement plus de détails concrets, objectifs, avec la conférence de presse du ministère de l'Intérieur. Donc, à tout à l'heure. À tout de suite, Moaz, immédiatement. Et à tout de suite avec notre ami Moaz Mbaye pour parler de son enquête sur Al-Khatib. Je reviendrai avec lui aussi sur l'attentat